petit extrait résume très bien les 2 mois que nous avons passés sur Katmandou. Nous avons beaucoup attendu parce qu'on a été un peu trop optimiste sur l'avancement du projet. Bon, déjà, de quel projet on parle? Du trio pour l'Everest. C'est un projet étudiant qui vise à améliorer la gestion des déchets dans la vallée de l'Everest au Népal. L'idée, c'est de construire un centre de recyclage au pied du plus haut sommet du monde. Nous, on est la 2e équipe à venir au Népal pour le projet. On va pas trop s'attarder sur la présentation du trio ici, parce qu'on a une vidéo de présentation et un site internet où tout est expliqué. Et si vous nous connaissez déjà mais que vous n'avez pas vu la dernière vidéo sur les 2 mois qu'on a passé dans le Khumbu, ça se passe par ici. Alors, à l'instant T, le centre de tri qu'on souhaite créer, il est composé de plusieurs machines. D'un broyeur, c'est une machine qui va permettre de conditionner la matière plastique pour la transformer en petits copeaux qui seront réutilisés dans les autres machines de recyclage. Une pyrolyse, juste derrière moi. Le principe, c'est de faire une combustion sans oxygène pour décomposer les chaînes carbonées du plastique et les transformer en différentes substances, donc du fioul, du gaz ou de la wax. Ensuite, une sheet press. C'est une machine qui a été développée par le réseau mondial Precious Plastic et qui permet de créer des grandes plaques de plastique de différentes épaisseurs. Et une fois que ces plaques elles sont solidifiées, on peut les découper, les coller, les visser, les plier pour créer des objets qui vont être utiles aux locaux, comme des étagères, des chaises, des tables, etc. Et enfin, une machine polyfloss. Alors ça reprend le principe de la barbe à papa, mais pour créer de la laine isolante à partir du plastique. Et donc ça, c'est une machine qui nous intéresse vraiment beaucoup parce qu'elle permet de réutiliser le PET, qui est le plastique des bouteilles d'eau. Et comme c'est un des premiers déchets dans le Khumbu, parce que les touristes ne veulent pas boire l'eau courante, et du coup ce serait incroyable qu'on ait ce genre de machine dans notre centre de tri. En fait, nous on a choisi d'avoir plusieurs types de machines pour pouvoir traiter plusieurs types de plastique. Dans le monde du plastique, si on peut appeler ça comme ça, il y a 7 catégories, et chaque catégorie elle a des spécificités différentes. Et du coup, il faut toujours respecter la règle, ne jamais mélanger le plastique. Et donc nous, si on veut traiter un grand panel de plastique, il nous faut donc plusieurs machines. Ça explique pourquoi on en a 4. Donc concernant la partie travail sur Katmandou, on avait 2 objectifs principaux. Donc le premier, il concernait la sheet press qu'on avait initialement commandé à un fournisseur indien. Donc l'objectif, c'était une fois qu'on l'aurait reçu, de comprendre son fonctionnement, de se l'approprier et après de réaliser une batterie de tests donc sur les différents plastiques, l'épaisseur des plaques, la solidité des plaques aussi, et après de rédiger une notice claire qui expliquerait le fonctionnement de la machine pour les habitants de Pangboche. Et enfin, le dernier objectif, c'était de commencer à travailler sur la fabrication de certains objets. Et donc le deuxième objectif, c'était aussi donc de travailler sur la pyrolyse. On devait continuer le travail de recherche et développement qui avait été initié par l'équipe qui était présente l'année dernière. Et donc nous, on devait se focus sur l'impact de la longueur de la colonne de distillation entre la chambre de pyrolyse et la première chambre de combustion. Ces objectifs, on les avait fixés à partir de notre vision occidentale de la gestion de projet, ce qu'on nous apprend en cours, quoi, et comment ça fonctionne à peu près en France. Mais on est au Népal ici, et la gestion de projet au Népal, elle est radicalement différente. On prend notre temps, on avance étape par étape, on s'adapte aux matériaux qu'on trouve, et forcément tout prend du temps, et on se retrouve à repousser constamment nos objectifs. Comme l'a précisé Camille, notre but initial, c'était qu'une fois qu'on était rentré sur Katmandou, on fasse un maximum de tests sur la sheet press. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors la sheet press, c'est une machine qu'on a commandée mi-août 2022 à Reco Solutions, une entreprise indienne, avec une livraison supposée en fin septembre 2022. Sauf que dans la réalité des faits, on a bataillé tout le mois d'octobre et de novembre pour récupérer cette machine parce que l'entreprise ne faisait que de changer les modalités de réception, les modalités de paiement, en proposant parfois des solutions douteuses. Et du coup, quand on est arrivé le 20 novembre sur Katmandou, il y avait 0 machine qui était là. Et les Indiens nous ont annoncé qu'on la recevrait sous 20 jours minimum, sachant que c'est un chiffre qu'il faut clairement prendre avec des pincettes parce qu'aucun des délais qui avaient été annoncés précédemment avait été respecté. Sauf que, comme je l'ai dit précédemment, la sheet press, ça a été développé par le réseau mondial Precious Plastic et c'est une machine qui est open source. Ça veut dire que n'importe qui, à n'importe quel endroit du globe, peut avoir accès aux documents qui permettent de la construire de son côté. Du coup, en sachant ça, le 25 novembre, on a pris la décision avec Madindra, l'ingénieur népalais, de construire nous-mêmes la machine et de ne plus travailler avec Reco Solutions. Choisir cette option, ça nous permettait déjà de mieux comprendre la machine,
d'être en mesure de pouvoir la réparer à distance en cas d'une quelconque casse et surtout de faire avancer notre projet pendant ces 20 jours de vide, en espérant bien sûr avoir une machine finie sous 20 jours. Sauf que ces espoirs, c'était que illusion parce qu'au final, la construction de la machine, elle a pris beaucoup plus de temps que prévu et on va vous expliquer pourquoi. Alors, construire une machine au Népal, il y a 4 étapes principales. La première, c'est trouver la factory, parce qu'on a forcément besoin de main-d'œuvre et d'outils pour construire notre machine. La solution de facilité, c'était reprendre la factory dans laquelle avait été construite la pyrolyse. Mais malheureusement, ils n'avaient pas forcément les outils et le personnel ne parlait pas anglais et donc on savait que ça allait être un peu compliqué. Pour construire notre sheet press, on avait besoin d'une découpe laser. Mahindra nous a donc trouvé une factory qui en possédait une et en plus le directeur parlait anglais. Donc ça allait être beaucoup plus facile pour nous quand on allait construire la machine et c'est donc dans cette factory que nous avons décidé de construire notre sheet press. La deuxième étape de la construction de la machine, c'est l'estimation. Donc grâce à Precious Plastic, on a une liste avec tous les composants et les matériaux et un prix qui leur est associé. Donc forcément c'est un prix en Europe, donc on s'attendait à des petites ou plus grosses variations vu qu'on est au Népal. Mais cette liste, ça nous permettait de vérifier que les différences, elles n'étaient pas abusives. Donc on a fait une première estimation dans la première factory. Ça a déjà pris quelques jours parce qu'il fallait que le directeur trouve tous les matériaux, qu'ils trouvent leur prix et les prix les meilleurs possibles. Dans un deuxième temps, du coup, on a dû refaire cette estimation avec la deuxième factory. Donc là aussi, ça a pris un peu de temps. L'estimation était beaucoup moins précise et moins détaillée que pour la première factory. On n'a pas réussi à avoir un devis clair et net du directeur parce qu'apparemment au Népal ça marche pas comme ça. Il nous a juste donné un prix maximum de ce que nous coûterait la machine et il nous a dit qu'il dépasserait pas ce prix-là. Sauf qu'au fur et à mesure de la construction, il nous demandait de payer un peu plus sans dépasser initialement cette barre. Sauf qu'on savait pas trop en fait qu'est-ce qui était inclus ou non dans le prix qu'il nous avait donné initialement. Donc ça a été un peu stressant au niveau de la trésorerie. Alors ensuite, il faut trouver les pièces. Alors là, par où commencer? Il faut d'abord comprendre comment est organisé Katmandou. Donc elle est divisée en petits quartiers, donc par exemple le quartier de l'électronique, le quartier de l'automobile, du gros outillage. Et donc une fois qu'on a trouvé le bon quartier, il faut trouver le bon magasin qui possède la pièce. Et en fait, il y a un petit phénomène bizarre, c'est qu'ils ne savent pas dire non. Et donc ils vont souvent nous indiquer in this direction ou the next shop. Et sans savoir si les magasins d'après ont la bonne pièce. Et donc ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Et au final, maintenant, on connaît vraiment très bien Katmandou et les petits quartiers. Un autre problème auquel on a dû faire face, c'est la disponibilité des pièces au Népal, en fait, dans l'entièreté du pays. C'est-à-dire que par exemple, nous, on avait besoin d'une plaque d'aluminium de 1,2 m sur 1,2 m et ça, c'était impossible de trouver au Népal et donc on a dû la faire importer d'Inde. Donc ça a apporté des délais parce qu'en fait, il y a des soucis logistiques, donc ça prend du temps et donc voilà, ça rajoute du délai, quoi. Enfin, le dernier problème, c'est sur la précision des pièces. Par exemple, sur les poutres, on peut avoir un écart de 3 mm et ça va poser problème sur la réalisation de la sheet press et on a dû modifier les plans et s'adapter avec les pièces qu'on trouvait au Népal. Et donc ça, encore, ça rajoute du délai. Bon, il faut aborder un autre sujet. Au Népal, tout se négocie. Donc forcément, quand on avait besoin d'acheter des pièces, des fois, on trouvait des magasins avec des prix fixes et des fois d'autres magasins avec des prix négociables. Et donc malheureusement, même avec notre petite casquette de touriste, on se faisait arnaquer. Mais un petit peu quoi, ou peut-être beaucoup, on ne sait pas. Et donc on avait même parfois l'impression d'avoir bien négocié et on allait au magasin d'après et en fait on comprenait très vite qu'on s'était fait entuber. Ça y est, on peut enfin commencer la construction de la machine, donc on est tout excités. Pour essayer de vous expliquer au mieux comment s'est déroulée la construction de la machine, il faut bien comprendre que le directeur fonctionnait au step by step, comme il disait. Donc en fait, même si on pouvait réaliser plusieurs étapes en parallèle, lui il faisait tout linéairement, c'est-à-dire qu'il faisait les étapes les unes après les autres et donc ça prenait beaucoup plus de temps et c'était assez frustrant pour nous. Donc évidemment, nous on est arrivés, ils avaient déjà pas mal de projets en cours, donc ils ne pouvaient pas être à 100% sur notre projet.
Et donc il y a des jours où ils travaillaient un peu moins que d'autres, et même des jours où ils faisaient absolument rien sur notre machine, et donc nous on était là et simplement on attendait que ça avance. Donc si on met en place une jauge de la frustration, quand on y va une journée et qu'il se passe rien, on est quand même déjà à peu près par là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc si on n'est pas là, il n'y a aucune avancée non plus sur la machine. Donc par exemple, on est parti pour les fêtes de fin d'année à Pokhara. Et donc on l'appelait régulièrement pour suivre un peu les avancées parce qu'on se doutait qu'il n'y avait pas grand chose qui allait être fait. Donc il nous disait qu'il travaillait sur certains points, sauf qu'en fait quand on est rentré, il n'y avait absolument rien qui avait été fait. Donc là la frustration elle était au maximum et donc on était au moins ici. Un autre point qu'on n'avait pas pris en compte dans la planification de la construction de la machine, c'était la qualité des matériaux et du matériel disponible. Donc pour prendre un exemple, on a galéré à trouver des plaques d'aluminium pour après avoir les blocs d'aluminium pour les heaters. Donc une fois qu'on les a trouvés, on était super contents. Là, dans la jauge de la frustration, on était vraiment en bas, on était hyper heureux. Et donc là, ils ont commencé à les usiner, donc à les découper, et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas à 100% de l'aluminium, mais qu'il y avait d'autres métaux dedans. Et donc c'était super dur à couper, ils ont dû faire toutes les découpes à la main. Donc les découpes, elles étaient moins précises, elles ont pris beaucoup plus de temps. Ça a compliqué après le perçage des trous et l'emplacement des trous. Donc là, à ce moment-là, au niveau de la frustration, on était aussi très très haut. Aussi choqué à la factory, c'est les conditions de sécurité. Donc en fait, il n'y a absolument rien. Voilà, par exemple, pour découper les plaques, ils sont par terre à la meuleuse, ils calent les objets avec leurs pieds, ils sont en claquettes et ils n'ont pas peur de se couper. Pour souder, pareil, ils sont par terre, ils n'ont pas de lunettes, ils n'ont pas de gants. Quand ils ont besoin de brancher plusieurs appareils et qu'il n'y a plus de prise disponible, bah, ils mettent juste les fils dans les trous et voilà, ça y est, ils peuvent utiliser plusieurs appareils. Quand un câble électrique est coupé, il le répare avec du scotch parce que c'est pas très bien réparé, il marche dessus, ça fait des étincelles. Et quand il perce des trous, pareil, pas de gants, pas de lunettes, y a vraiment rien. Donc même si ça a pris beaucoup de temps et que le délai a largement été dépassé, ils font vraiment de leur mieux pour avoir une machine qui soit de la meilleure qualité possible avec les matériaux et le matériel qu'ils avaient là-bas sur place.